Gordon Willis, ou Gordy pour les intimes, a été l'un des directeurs photos américains les plus influents de la fin du XXe siècle. Il est derrière l'image de la trilogie des Parrains, des Hommes du Président, d'Annie Hall ou encore de Manhattan. En 1971, lorsque Robert Evans, le directeur de production de la Paramount, visionne les premiers rushs du Parrain, il est furieux. Qu'est-ce que c'est que cette putain d'image? On n'y voit rien. Et effectivement, dans cette séquence, on ne voit quasiment pas le décor pour lequel le studio a dépensé une fortune, ni même les yeux de Marlon Brando, pourtant la star du film. Evans est à deux doigts de virer Coppola et son directeur photo, Gordon Willis. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, éclairer avec des sources de lumière pile au-dessus de la tête ou laisser la moitié du décor dans le noir, ça ne se fait tout simplement pas. La norme, jusque-là, c'est plutôt l'inverse. Éclairer beaucoup, en particulier les visages. Il faut voir les stars et globalement, il faut en mettre plein la vue. Quitte à ce que la lumière ne soit pas toujours très crédible. Bien sûr, les films à grand spectacle sont les premiers concernés. Mais on retrouve les mêmes tendances, à des degrés divers, dans des films policiers, des westerns, les drames intimistes et même, 3 ans avant Le Parrain, les films de mafia. Pour l'anecdote, suréclairer répondait aussi à des justifications techniques et économiques. Jusqu'à un quart des Américains allaient au cinéma dans des drive-in. Les films projetés devaient donc être très lumineux et colorés pour être visibles de loin au fond d'une voiture. Évidemment, pour Gordon Willis et pour toute une nouvelle génération de cinéastes à partir des années 60, tout ça est complètement absurde. Face aux critiques de ne pas assez éclairer les visages sur Le Parrain, Willis répondait « J'en ai rien à foutre de voir les yeux ou pas. Sur certaines scènes, c'est juste mieux comme ça. » En réalité, même sans plus d'explications, ce choix est bien plus intéressant en termes de narration visuelle. Plonger le regard de Don Corleone dans le noir, c'est une manière de pousser le spectateur à se demander ce qu'il pense ou ce qu'il va faire. L'obscurité apporte de la tension, du mystère et de la complexité autour d'un personnage inquiétant et ambigu. Willis assumera toujours cette radicalité, parfois jusqu'à l'excès, comme ici dans Le Parrain 2, où certaines scènes frôlent l'abstraction, ce qu'il reconnaîtra d'ailleurs plus tard. Ce penchant pour l'obscur lui collera à la peau toute sa vie, au point d'être surnommé le Prince des Ténèbres. Un titre un peu réducteur qui fait oublier qu'il sut aussi imposer des choix de couleurs atypiques pour l'époque. Avec lui, pas de rouge flamboyant ou de bleu saturé, mais des teintes presque monochromes, des bruns, des beiges, des noirs. Il a aussi inventé une esthétique du flashback aux couleurs cuivrées qui deviendra un classique. Son processus créatif reposait presque toujours sur l'instinct. Voici comment il l'expliquait dans une interview passionnante de 2006. The feeling of how a film should look really comes out of you. And I can't tell you why I decided that. I said, well, it should be kind of dirty and street and should be brassy yellow. And if somebody said, why did you decide that? I would have to say, I have no idea. It felt like it should be that way. As an example, I think it was like 20 minutes before I started shooting Godfather 1, I decided how it should look. It's, you know, you watch rehearsals, you listen to people, you just stand there, and then some idea comes to you and say, that feels right. Alors bien sûr, Gordon Willis n'a rien inventé à lui seul. Il parlera lui-même d'une bouillabaisse d'influences dans laquelle il piochait de manière inconsciente. Concernant sa marque de fabrique, le clair-obscur, on pense à Rembrandt,
à l'expressionnisme allemand et surtout au film noir des années 40. Les ressemblances sont parfois frappantes. Mais la grande force de Gordon Willis est d'avoir su adapter ses lumières à des récits beaucoup plus psychologiques et intimistes. Dans Klute, l'intrigue, très lente, est presque secondaire. C'est l'image qui prend en charge une grande partie du récit. Elle raconte tout ce que les dialogues ne disent pas. Les tons sombres, les silhouettes mystérieuses et les grandes zones d'ombre caractérisent les personnages, leur état mental, leur fragilité ou leur peur. Comme avec Le Parrain, cette radicalité de la mise en image en dérange plus d'un, y compris sur le plateau de tournage. En voyant pour la première fois les rushs de cette séquence, Jane Fonda panique. On ne voit rien, ma performance est fichue. Mais Gordon Willis ne se démonte pas et lui explique calmement que la tension visuelle créée par cette obscurité permet, au contraire, de décupler les émotions exprimées par son visage dès qu'il sort de l'ombre. Alan Pakula, de son côté, est totalement derrière son chef opérateur. Ils partagent le même goût pour la sobriété et le réalisme. Dans leur film suivant, Gordon Willis s'épanouit dans une esthétique de l'épure. Peu de mouvements de caméra, mais de nombreux plans larges qui s'inscrivent dans la durée. Même les habituels champ contre champ sont parfois remplacés par un seul plan fixe. La caméra observe, sans intervenir, le découpage est minimaliste. C'est la sensation qui l'emporte sur une narration où tout serait parfaitement expliqué. Many movie makers are encumbered with complexity. They perceive complex as good. And I'm the opposite. I find that, not adding, but taking away is better, always. Son film suivant, Les Hommes du Président, également d'Alan Pakula, est un énorme succès au box-office. Gordon Willis est devenu l'un des plus grands directeurs photo des États-Unis. Il incarne à la perfection le style novateur du nouvel Hollywood. Et c'est précisément pour cette raison qu'un petit gars de New York, connu pour son humour loufoque et burlesque, veut l'embaucher sur son prochain film. On est en 1976 et Woody Allen, grand cinéphile devant l'éternel, veut absolument apporter une dimension plus intimiste et plus cinématographique à son cinéma. Il sollicite donc Gordon Willis qui, après quelques hésitations, accepte son offre. Ils partagent le même amour de New York, ils y sont nés tous les deux, les mêmes origines modestes et le même amour du cinéma classique. Et puis, Willis va pouvoir rester sur la côte Est, lui qui déteste Hollywood. C'est le début d'une alliance improbable entre un auteur-réalisateur très bavard et un technicien austère et silencieux. Seems like old times. Immédiatement, le directeur photo impose sa patte. Les plans s'allongent, les comédiens jouent avec le hors-champ ou les zones d'ombre, les sources d'éclairage sont réduites au strict minimum et le naturalisme l'emporte sur les artifices. On est loin des codes de la comédie classique. Gordy a parfaitement su accompagner les désirs de changement de Woody Allen. L'image soutient le ton introspectif et mélancolique du récit. Pourtant, et comme d'autres avant lui, le réalisateur a été décontenancé par les propositions de son chef-op. Comme dans ce long plan fixe,
où le dialogue commence bien avant que les personnages dont on entend la voix ne soient vraiment visibles dans le cadre. Et comme les autres, Woody Allen adoptera pleinement ces idées au point de les reproduire plus tard, en particulier dans Manhattan, également filmé par Gordon Willis. I met her through my ex-husband, Jeremiah. Yeah, how come you guys got divorced? I mean, that's Manhattan reste certainement le film de Woody Allen dont la photo est restée la plus inoubliable. Dans ses intentions, il voulait un film aussi beau que dans ses rêves. C'est-à-dire pour lui, une image en noir et blanc, douce et romantique, comme dans Casablanca ou Laura, dira-t-il, et en format cinémascope. Le défi est osé pour une comédie, mais Gordon Willis va le relever avec brio par son génie du cadre et de la lumière. Manhattan représente sans doute la quintessence de son style. Des compositions strictes, picturales et souvent décadrées, des ombres parfaitement assumées qui plongent une partie du décor dans le noir, une caméra distante et contemplative, et une utilisation sublime des silhouettes. Gordon Willis a eu une très grande liberté sur le plateau. Il racontera plus tard « Tourner avec Woody Allen, c'était comme travailler les mains dans les poches. Woody aimait presque toujours ce que je proposais, ce n'était pas compliqué. » Quant à Woody Allen, il trouvait chez Gordon Willis un artiste de génie, capable de donner vie à toutes ses fantaisies, comme ici dans Zelig, un faux documentaire virtuose. Pour Zelig, Willis s'investit comme jamais, il se documente sur les méthodes de prise de vue des années 30, tourne avec du matériel d'époque, passe des heures au laboratoire pour obtenir la bonne texture, les bonnes rayures, quitte à marcher sur le négatif pour que les défauts paraissent plus réalistes. Le résultat est si convaincant qu'il est parfois difficile aujourd'hui encore de démêler le vrai du faux. Et puis, un jour, sans fracas, tout s'arrête. Pour Anna et ses sœurs, Gordon Willis n'étant pas disponible, Woody Allen le remplace par un autre chef opérateur, le célèbre Carlo Di Palma. Le réalisateur new-yorkais ne fera plus jamais appel à Gordon Willis. Des années plus tard, Woody Allen expliquera « Face à Gordon, j'étais un éternel apprenti. En le quittant, j'ai eu la vague impression de partir de chez mes parents, d'être devenu adulte et enfin capable de faire mes propres trucs. » Pour Gordy, quelque chose s'est brisé. Il retravaille un peu avec Alan Pakula, tourne aussi Le Dernier Parrain en 1990, mais il se retire 7 ans plus tard, après 2 derniers films loin de ses standards, et un peu amer de n'avoir pas reçu la reconnaissance de ses pairs. De toute sa carrière, il n'aura été nominé que 2 fois aux Oscars. Il faut attendre 2009, soit 12 ans après la fin de sa carrière, pour qu'il reçoive enfin un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Mais l'essentiel est ailleurs. L'influence de Gordon Willis a été considérable. Sa confiance absolue dans son travail et sa détermination à imposer ses idées a permis à toute une génération de cinéastes de s'affranchir des codes et d'inventer un cinéma plus libre et plus réaliste. I never did anything to be different, because there's a very thin line between different and lousy. I just did what I liked, and I was fortunate enough to be with people who accepted that and enjoyed it, actually. If you're not afraid to exercise what you feel about something, you'll do the right thing. I made it easy for a lot of people to do the right thing once I started shooting, because I broke through the you can't do that part. Yes, you can.
just do it. You know?